Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme autour d'une théorie critique de la contre-révolution bolchevique aujourd'hui, à l'occasion du 100e anniversaire de octobre 1917. Et pour en parler, nous allons nous centrer autour d'un ouvrage aujourd'hui, Octobre 1917, le thermidor de la révolution russe, paru aux éditions CNT en 1997. Et pour discuter des thèses fondamentales de cet ouvrage, qui, à notre avis, présente l'intérêt de dépasser le seul récit des événements avec une analyse plus ou moins fine derrière, mais qui pose les questions un peu fondamentales pour comprendre la nature de la contre-révolution bolchevique. Donc pour poser ces questions et tenter d'y répondre, et pour que la contre-révolution bolchevique ne soit pas simplement perçue, comme il l'est trop souvent, comme voilà, la dictature d'une clique de méchants intellectuels marxistes, nous sommes avec René Berthier, donc auteur de cet ouvrage très intéressant, et également de plusieurs ouvrages, et notamment sur Bakounine. Donc bonjour René Berthier. Bonjour. Alors du coup, pour commencer cette émission, on pense que c'est important de remonter à avant la révolution de 1917. Cette émission, et ça je pense c'est important de le rappeler, fait partie d'une série d'émissions que Sortir du capitalisme consacre à la révolution russe, et même peut-être aux révolutions russes et ukrainiennes, des années 1917-1921, et on renvoie également aux émissions qu'on a fait avec, et qu'on fera aussi avec Alexandre Skirda. Donc pour en revenir à l'émission d'aujourd'hui, on pensait que c'était important de revenir un petit peu sur la théorie, non pas tellement la théorie marxiste de la révolution, même si inévitablement on va en parler, mais surtout de la théorie léniniste de la révolution, qui va quand même influencer en grande partie, même si évidemment on ne peut pas réduire octobre 1917 au cerveau de Lénine, mais on pense quand même que la théorie léniniste a joué un rôle important sur la manière dont va être mené, donc va être décidé tout d'abord un coup d'État contre l'avis de l'écrasante majorité des bolcheviks et de la social-démocratie russe, et aussi ensuite comment est-ce que va être conduit ce qu'on va appeler, nous, du coup, la contre-révolution bolchevique. Du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la théorie léniniste de la révolution, telle qu'elle s'élabore, disons, jusqu'à février 1917, parce qu'évidemment, il y a des inflexions pendant le cours de la révolution de cette théorie léniniste. Alors, c'est pas très simple. En fait, il n'y a pas de théorie léniniste de la révolution, paradoxalement. Lénine, c'est un opportuniste. Il change d'orientation en fonction des événements. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire. En politique, ça peut être une bonne chose. Enfin, ça peut être une des conditions pour arriver à quelque chose. Hein, comme disait un politicien que plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui était très connu dans les années 60, 50, 60, Edgar Faure, il disait ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
Bon, Lénine faisait un peu pareil. Et si on cherche une théorie léninienne de la révolution, en fait, il faut se fonder sur la théorie marxiste orthodoxe de la révolution, et en particulier la théorie telle qu'elle a été développée par la social-démocratie allemande. C'est ça le socle sur lequel se fonde toute la vision bolchevique, pas léninienne, c'est pas un mot, mais la vision bolchevique de la révolution. Après, les événements ont fait que la direction du parti a réorienté sa stratégie et ses tactiques, en déviant de la ligne officielle et orthodoxe. Alors la ligne orthodoxe, c'est quoi ? Le vrai marxisme, si je peux dire, entre guillemets, c'est on ne peut pas établir... Pour que le socialisme puisse s'instaurer, il faut que le système capitaliste ait épuisé toutes ses contradictions, qu'il ait développé les forces productives à un point élevé, que la centralisation de l'État soit parvenue à un point très élevé, et à partir de là, les conditions sont établies pour réaliser le socialisme. Donc ça, c'est, bon, je schématise beaucoup, mais c'est globalement ça. Et dans les textes marxistes, les textes social-démocrates allemands, en gros, c'est ça. Les textes notamment de Kautsky. De Kautsky, oui. Qui était, en fait, Lénine a pratiquement tout pompé sur Kautsky. Hein. Bon, on a tendance un peu à l'oublier, quoi. Et par exemple, sa théorie, ce que dit Lénine dans Que faire, qui est un ouvrage très important, parce qu'il expose en gros sa doctrine, et en particulier la doctrine, il explique comment la conscience révolutionnaire parvient à la classe ouvrière, et c'est entièrement pompé sur Kautsky. Bon, et l'idée, c'est que les travailleurs par eux-mêmes, alors c'est en 1903, une période où en France, par exemple, se développe le syndicalisme révolutionnaire qui contredit totalement ce que dit Lénine. Bon, et lui, il dit, par eux-mêmes, les travailleurs ne sont pas capables de parvenir à une conscience révolutionnaire. Ils ne peuvent parvenir d'eux-mêmes qu'à une conscience trade unioniste, c'est-à-dire syndicaliste, réformiste. Et pour que la conscience de la nécessité de la révolution atteigne le prolétariat, il faut l'intervention d'une minorité, d'une avant-garde révolutionnaire, à savoir évidemment le parti bolchevique. Ça, c'est la base de la théorie léninienne de l'acquisition de la conscience révolutionnaire par les travailleurs. Alors ça peut être vrai dans certains cas, dans certains pays où il n'y a quasiment pas de prolétariat, comme là c'était le cas de la Russie, il y avait, je sais pas, 3% de la population était ouvrière. En France, à la même époque, le prolétariat était en train de développer une théorie qui contredisait totalement ce que disait Lénine, puisque c'est par eux-mêmes, les travailleurs avaient constitué une doctrine et une organisation révolutionnaire de type syndicaliste, d'où le terme syndicaliste révolutionnaire. Alors, oui, on a fait une émission là-dessus avec Guillaume Davranche, du coup on y renvoie. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure Lénine, la direction du parti bolchevique, va dévier par rapport à cette norme initiale, quoi. Et je répète, c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut savoir s'adapter. En 1905, par exemple, c'est-à-dire 2 ans après qu'il ait écrit Que faire, là où il explique comment la conscience révolutionnaire arrive au prolétariat, 2 ans après éclate une révolution de manière spontanée, sans aide d'aucune avant-garde, et qui prend l'ensemble de la social-démocratie au dépourvu. Parce que, bon, il y avait deux tendances dans le parti ouvrier social-démocrate de Russie. Bon, les mencheviks veut dire minoritaires, et les bolcheviks, qui c'est les majoritaires. Parce qu'à un congrès, les bolcheviks ont été, de manière tout à fait circonstancielle, majoritaires. Mais très peu de temps après, au niveau des effectifs réels des deux tendances, les mencheviks étaient incomparablement plus nombreux que les bolcheviks. Ils auraient, à l'éclatement de la révolution en 1917, ils étaient, selon les auteurs, entre 5 et 10 000. Les bolcheviks. Les bolcheviks. Bon, il faudra se poser la question comment un groupe de 5 à 10 000 personnes ont réussi à prendre le pouvoir dans un pays comme la Russie. Bon. C'est une question intéressante. Toutes les deux tendances se sont trouvées complètement dépourvues en 1905 avec la création des soviets. Alors c'est quoi un soviet ? C'est une sorte de comité de grève qui se fédère avec d'autres comités de grève et qui crée au niveau local, à Saint-Pétersbourg, une sorte de coordination des comités de grève. Bon, en russe, on appelle ça soviet. Soviet, ça veut dire conseil. Bon, c'est un conseil ouvrier, quoi. C'est rien de plus, c'est juste un truc très, très pragmatique, très... Ça a pris complètement au dépourvu à la fois les réformistes mencheviks et les révolutionnaires, les bolcheviks. Et au début, ils étaient contre. Il y a des textes
du parti, des textes de la social-démocratie qui enjoint le soviet de se dissoudre parce qu'ils font concurrence au parti. Bon, ils se sont aperçus que c'était pas très réaliste. Alors ils se sont dit, plutôt que d'essayer de le dissoudre, on va rentrer dedans pour en prendre le contrôle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils refont en 1917. Et c'est ce qu'ils ont refait en 1917. C'est-à-dire qu'ils ont transformé une organisation de classe en un parlement. Alors, qu'est-ce qu'une organisation de classe? Parce qu'il faut préciser un peu de quoi on parle. Une organisation de classe, c'est une organisation qui se crée naturellement par la classe ouvrière en fonction des événements. Et c'est une organisation qui regroupe les travailleurs, non pas en tant que citoyens qui votent pour un parti, mais en tant que travailleurs qui votent sur des décisions à prendre pratiques. C'est-à-dire que les travailleurs, les ouvriers, les soldats, les paysans, ils sont représentés en tant qu'ouvriers, soldats, paysans. Ils ne sont pas représentés en tant que membres de tel ou tel parti. Transformer ça en parlement, c'est parvenir à faire en sorte que cette organisation de classe ne soit plus constituée de délégués élus de la façon que j'ai dit, c'est-à-dire issus des usines, issus des bureaux, issus des casernes, etc., mais comme représentants élus en tant que membres de tel ou tel parti. Et se reconstitue en quelque sorte un parlement. Le parlement, c'est ça en fait. Bon. Et les social-démocrates, de gauche et de droite, ont transformé très rapidement les soviets en parlement. Notamment Trotsky, qui est devenu président du soviet, du coup, de Petrograd. Oui, en gros, il passait par là, et puis il fallait... Bon. Mais il me semble que Volin avait été candidat et qu'il a refusé parce que c'était faire œuvre d'autorité, je sais pas quoi. Enfin, bon. Oui, c'est ce qu'il dit dans son livre, effectivement. C'est ce qui était la plus grosse des conneries. Mais c'est une connerie, mais alors c'est invraisemblable d'être aussi candide, aussi naïf, quoi, aussi inconséquent politiquement, quoi. Bon. Mais bon, c'est fait, on va pas le refaire. Mais cette attitude est significative d'une partie importante du mouvement ouvrier de l'époque, qui ne voulait pas faire œuvre d'autorité, quoi. Bon. Et donc le soviet est une institution naturelle de la classe ouvrière qui s'est créée naturellement pour répondre à des besoins et qui a été captée par des partis politiques. Alors, on peut raisonner de manière inverse. Si le soviet a réussi à se faire capter par les partis politiques, c'est qu'il n'était pas capable de résister par lui-même. Ce qui est absolument vrai. Un parlement, même ouvrier, peut se transformer en parlement bourgeois, quoi, pour le coup. Oui, non, mais une structure de classe comme le soviet s'est transformée en parlement ouvrier parce que des partis socialistes en ont pris le contrôle. Oui. Mais c'était précisément le rôle des anarchistes d'empêcher cette transformation, cette mutation de l'organisation de classe en organisation parlementaire, quoi. Bon. Et les anarchistes n'ont pas pu ou su le faire. On ignore en général, par exemple, qu'il y a des résolutions du Parti social-démocrate qui fait voter les mencheviks ont fait voter une résolution disant que les anarchistes devaient être exclus du soviet. On est en 1905. Hein. Ils devaient être exclus du soviet parce que les anarchistes ne font pas de politique. C'est la raison invoquée. Ce qui montre que pour les social-démocrates, le soviet était une institution politique. Et soi-disant que les anarchistes ne faisaient pas de politique, ils n'avaient donc pas de raison d'être dans les soviets. Et Lénine s'est exclamé, c'est une très bonne décision, je l'approuve totalement. Enfin bon, donc il y avait quand même un accord sur ce point-là. Et donc, pour revenir à la question, du coup, Lénine va effectivement modifier un peu sa conception sa théorie de la révolution après 1905, puisque il va essayer d'intégrer les soviets un peu dans son schéma de la révolution. Oui. Là, il a compris qu'on ne pouvait pas évacuer les soviets. Alors, il l'intègre dans sa réflexion. Et en gros, pour résumer, parce il y a beaucoup de textes de lui qui ne sont pas toujours concordants, mais en gros, le soviet, c'est le lieu où se crée l'alliance démocratique de la classe ouvrière, de la paysannerie, de l'armée, etc., sous la direction, évidemment, du parti. Oui, donc en fait, il y a déjà une théorisation du noyautage des soviets qui va être effectuée dès février 1917. Ouais. L'ensemble du parti est complètement à l'ouest à ce moment-là. Hein. Les bolcheviks sont très peu nombreux. L'affaire se termine relativement vite, je veux dire. Et les soviets ressurgiront plus tard en 1917. Alors, de manière spontanée aussi, quoi.
Ben justement, on peut du coup arriver donc en février 1917. Évidemment, cette révolution prend tout le monde dans le parti bolchevique complètement au dépourvu. Lénine donc est en Suisse, il va revenir dans son fameux train blindé. Beaucoup d'autres bolcheviks reviennent péniblement de Sibérie et comme tu le racontes. Au début, donc, c'est Staline et Kamenev qui arrivent les premiers, donc, qui sont bon, Staline, évidemment, tout le monde le connaît. Kamenev, il est un petit peu moins connu, mais c'est une figure centrale du parti bolchevique. Et eux, ils ont plutôt une attitude très modérée. Voilà, ils respectent le gouvernement provisoire donc, qui a été formé fin février, début mars. Bon, d'ailleurs, on précise qu'on se réfère ici aux dates du calendrier russe et pas aux dates du calendrier français. Il y a des décalages de 15 jours. Et eux, ils sont plutôt, voilà, on respecte le gouvernement provisoire, on peut un peu infléchir, ça marche, mais de toute façon, ils sont fidèles, comme tu dis, au canon kautskien, qui est que la priorité, c'est l'abolition du féodalisme, donc l'abolition du tsarisme et du féodalisme, et c'est la révolution bourgeoise. Et donc, à la limite, ils veulent même pas participer au gouvernement parce qu'on n'est pas du tout dans... il faudrait déjà vraiment passer au capitalisme et à la société bourgeoise pour vraiment pouvoir aller vers le socialisme. Et là, Lénine va débarquer avec ses fameuses thèses d'avril dont tu vas nous parler et va un petit peu ébranler cette espèce de conformisme social-démocrate qui était très attentiste et qui en gros conduisait un peu les bolcheviks à l'inaction, quoi. Alors, il faut comprendre que dans l'ensemble du mouvement socialiste, de droite, enfin réformiste ou révolutionnaire, c'est ce dogme marxien de l'évolution des forces productives et de développement d'une économie bourgeoise concentrée, tout ça, comme préalable à la révolution, c'était quelque chose qui n'était pas discutable. C'était quelque chose de très profondément ancré dans les esprits. Et en l'absence de Lénine, la direction du parti n'a pas de programme, ils ne savent pas quoi faire, quoi. Et ils se conçoivent, comme tu dis, Staline et Kamenev, ils se conçoivent tout simplement comme l'aile gauche du parti réformiste et l'aile gauche du gouvernement socialiste au pouvoir, qui n'est pas constitué que de socialistes. Il y a des social-révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires, qui ne sont pas marxistes, mais qui est un parti extrêmement puissant, extrêmement nombreux, et qui est très implanté dans les campagnes. Et donc, la direction du parti se conçoit à ce moment-là comme l'aile gauche, la mouche du coche un peu. C'est un peu bon... on est 2 crans plus à gauche que le parti au pouvoir, juste pour montrer qu'on est là, quoi. Et quand Lénine arrive en Russie, en avril 17, il est épouvanté par ce qu'il voit, parce que lui, il a toujours pensé qu'il ne fallait pas faire de concessions. C'est un gars qui ne fait pas de concessions. Hein. Bon, ni théorique, ni quoi. Et il dit, mais ça va pas les gars. Et il développe ses thèses d'avril, qui se résument en gros à ceci, à quelques mots d'ordre: tout le pouvoir aux soviets, la terre aux paysans, et puis armement du peuple, et la paix immédiate. Bon. Alors, évidemment, tous ces mots d'ordre sont absolument, enfin, à part la paix immédiate, sont totalement contraires à la doctrine socialiste et léninienne. Parce que la terre aux paysans, c'était... Il avait écrit peu de temps avant un texte extrêmement intéressant et très touffu, bon, il faut se le chiader, mais c'est extrêmement instructif, sur la paysannerie, la réforme paysanne. Bon, je consacre un chapitre là-dessus. J'avoue que ça a été difficile de le rédiger parce que le texte de Lénine est très rébarbatif. Mais c'est la question paysanne. La question paysanne, voilà. Et en gros, le programme bolchevique, c'est la nationalisation de la terre. On nationalise la terre, et puis après, on ne sait plus trop quoi faire. Soit on prend les paysans comme salariés, soit on trouve d'autres solutions. Mais de toute façon, la terre n'appartient pas aux paysans, elle est nationalisée. Donc quand il arrive et qu'il dit la terre aux paysans, c'était une hérésie totale. Sauf que les paysans n'avaient pas attendu Lénine pour prendre la terre. Bon, en fait, il fait que entériner un tas de faits. Pour le récupérer, justement. Pour ensuite le récupérer sous une autre forme, quoi. Mais c'était déjà un fait accompli. Ce que apparemment les autres dirigeants bolcheviques n'avaient pas remarqué. On se demande où ils étaient. Tout le pouvoir aux soviets, alors c'est très
assez compliqué cette histoire. Parce que c'est pareil, c'est pas du tout dans le schéma bolchevique, mais les soviets avaient déjà le pouvoir. Oui, il y a un donc il y a un double pouvoir à partir de à ce février. moment-là, il y a de fait le gouvernement légal socialiste, réformiste, et les soviets qui se sont créés, qui se coordonnent et qui organisent des congrès pan-russes des soviets, c'est-à-dire pan-russe, c'est-à-dire de toute la Russie. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une organisation parallèle à celle de l'État, du gouvernement réformiste, une organisation nationale des soviets qui s'était mise en place. C'était là encore un fait accompli. Bon. Quand Lénine expose ses thèses, il y a un vieux bolchevique qui dit mais c'est de l'anarchisme. C'est Bakounine. Il dit, plus ou moins textuellement, le siège laissé vacant par le grand anarchiste Bakounine est de nouveau occupé par Lénine. C'est ça. Et tout ça, alors, je fais un aparté parce que ça, c'est assez significatif. En Europe, et en particulièrement en France, mais enfin dans le reste du monde, le courant dominant dans le mouvement ouvrier, le courant révolutionnaire dominant dans le mouvement ouvrier, c'était le syndicalisme révolutionnaire et l'anarchisme. Et les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires de la planète entière étaient convaincus que les bolcheviks, c'était des anarchistes, c'était des bakouniniens, quoi. Et par exemple, les soviets étaient assimilés par les militants à l'équivalent français des bourses du travail. Mais ça, je ne l'ai pas seulement lu dans les livres, ça, parce que comme j'ai 70 ans, quand j'avais 20 ans, il y avait encore des survivants de cette époque, il y en avait pas mal, et on discutait et des vieux militants anarchistes ou des militants syndicalistes révolutionnaires de l'époque. Et ils disaient effectivement, on pensait que les soviets, c'était comme les bourses du travail, et que Lénine était un bakounien, quoi. Les gens le pensaient vraiment. Et donc ça a fait illusion à un moment. Bon. Et après, les choses se compliquent. Non, mais c'est important effectivement de préciser ça, qu'il y a quand même beaucoup de syndicalistes révolutionnaires et d'anarchistes qui ont participé à la fondation du Parti communiste français et qui ont mis parfois longtemps avant de se rendre compte que, par exemple, Pierre Monat en est peut-être la meilleure illustration. Ah oui. Alors, il y a eu quelques précurseurs qui ont été un peu plus lucides. Monat est resté quelques mois seulement, hein. Il s'est très rapidement fait exclure. Les communistes français voyaient d'un bon oeil son adhésion au parti. Il a même eu des fonctions assez importantes, parce qu'il avait un énorme prestige dans la classe ouvrière, et une fois qu'il était devenu inutile, il s'est fait exclure, quoi. Et il n'a jamais compris pourquoi, quoi. Il dit oui, je croyais que les communistes respecteraient l'indépendance syndicale. Oui. Ce qui prouve qu'il avait ignoré l'énorme masse d'informations dont on disposait déjà à ce moment-là sur ce qui se passait en Russie, quoi. Bien sûr. Et c'est assez surprenant, quoi. Mais donc effectivement, pour revenir aux thèses d'Avril, il y a une espèce de... En fait, si on lit bien, ça n'a évidemment rien à voir avec l'anarchisme, mais il y a des mots d'ordre qui, en réalité, par exemple pour la terre aux paysans, sont des mots d'ordre plutôt socialistes révolutionnaires, et pour donc tout le pouvoir aux soviets, qui sont un ajournement d'une vision monolithique du parti, quoi. En fait, il a en gros repris le programme social des anarchistes, le pouvoir soviétique. Il a repris le programme paysan des socialistes révolutionnaires et le programme industriel des mencheviks. Donc c'est de l'hyper-opportunisme. Absolument. Mais dans la situation où il était, il ne pouvait pas faire autrement, et c'était le seul suffisamment intelligent pour l'avoir compris. Enfin, c'était de bonne guerre, je veux dire. Dans ce contexte-là, il a eu raison, de son point de vue, quoi. Et apparemment, personne dans le parti bolchevique n'avait compris ça. Ils étaient empêtrés, du coup, dans des schémas préconçus, quoi. Exactement. Et dans une séance réunion du parti... Qui se moquent en fait des socialistes révolutionnaires qui sont au pouvoir mais qui n'appliquent même pas leur propre programme. Vous aviez qu'à l'appliquer, le programme, quoi. Et il a raison. Oui. Il a raison. Enfin, je ne sais plus s'il dit ça à un menchevik ou un socialiste révolutionnaire. Je crois que c'est un socialiste révolutionnaire. Si, oui. Le beau parti qu'il faut bouter hors du pouvoir pour que son programme soit appliqué. Voilà, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Mais il a raison. Et ce qui est intéressant justement sur la stratégie léniniste va être non pas comme en 1905 première réaction. Non,
il n'y a que le parti, les soviets, les comités de fabrique, tout ça, ça nous emmerde, il faut les détruire, dissolvez-vous et tout ça. Mais plutôt, le fait de les avoir intégrés de manière hyper opportuniste à son programme, ça va permettre en fait, du coup, de théoriser leur noyautage et le fait de les vider de leur esprit. Et alors évidemment, pour les soviets et les comités de fabrique, ça va se faire de manière très différente. Peut-être on pourrait commencer déjà par les soviets qui sont donc quasiment au pouvoir, enfin qui sont une espèce de deuxième pouvoir à partir de février 1917 et qui vont commencer à se noyauter. Mais ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que tu n'es pas non plus dans une idéalisation des soviets qui auraient été noyautés par les méchants bolcheviks. Tu t'expliques bien, et notamment c'est un peu ce que dit aussi Marc Ferraud ou d'autres auteurs, que les soviets très rapidement deviennent des organes, des espèces de parlements avec des permanents, et deviennent des espèces de parlements bourgeois. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, quoi? Alors, je pense qu'il faut expliquer une chose. Le système soviétique se développait de manière importante. Il couvrait tout le pays. Il y avait des congrès. Et le deuxième congrès pan-russe devait se réunir en octobre. C'est-à-dire le congrès de tous les soviets de Russie. Pan-russe et... Bon. Les bolcheviks n'étaient pas spécialement majoritaires dans ce... Ils y étaient en bonne place, je veux dire, mais pas, il n'y avait pas une majorité écrasante. Et quand on lit Lénine dans le texte, ce que beaucoup de gens ne font pas malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance assez importante de Lénine adressée à ses petits camarades, presque hystérique, en leur disant « il faut que nous prenions le pouvoir avant que le congrès des soviets ne le prenne ». Parce que ce deuxième congrès, on sait qu'ils allaient décider de prendre le pouvoir. Oui, parce que Kerensky était complètement décrédibilisé. C'était un contre-pouvoir, quoi. Et le pouvoir officiel était décrédibilisé parce que depuis longtemps, des mois, toute la population réclamait que c'était un gouvernement provisoire, qui était légal mais provisoire. Et ce gouvernement provisoire s'était engagé à convoquer l'Assemblée constituante. Et à partir du moment où l'Assemblée constituante a décidé d'une constitution, c'est la légalité, ça devient la légalité qu'on ne peut pas, on peut la contester, mais on ne peut pas la remettre en cause dans son principe. Et les bolcheviks tenaient absolument pas à ce que l'Assemblée constituante se réunisse, parce que ça aurait créé une légalité, alors que les bolcheviks étaient minoritaires. Et le soviet, qui est un double pouvoir par rapport au gouvernement provisoire qui était déconsidéré, parce qu'en plus il continuait la guerre, les gens voulaient arrêter la guerre. Bon. Le deuxième congrès des soviets avait décidé de prendre le pouvoir. Il dit, maintenant c'est nous le pouvoir. Et Lénine voulait absolument que le coup d'État, enfin j'appelle ça un coup d'État, se fasse, la prise du pouvoir se fasse avant la réunion du congrès. Et dans ses œuvres complètes, dans sa correspondance, on voit qu'il y tient de manière, je disais, presque hystérique, quoi. C'est vital, quoi. Il dit, si vous ne le faites pas, vous êtes des traîtres. Enfin, ils injurient ses petits camarades et tout. Et donc, la décision est prise de prendre le pouvoir la veille de la réunion du Congrès. Pourquoi ? Parce que, de cette manière, les bolcheviks remettent le pouvoir aux soviets. Oui, c'est ça. Mais c'est eux qui l'ont pris. Et donc, du coup, ils peuvent les noyauter. Et du coup, tout le monde vote pour les bolcheviks parce que c'est eux qui ont permis aux soviets de prendre le pouvoir. Tu vois, Oui, c'est une opération, mais vachement intelligente. Ouais. Bon. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Alors que malgré leur tentative de noyautage, ils étaient majoritaires que à Petrograd et ils étaient minoritaires partout. À peu près, oui. Et du coup, ils sont devenus ultra majoritaires, quoi. Je crois que les élections qu'on suivi, ils avaient 97% des voix. Enfin bon, c'était ce qui est un phénomène compréhensible, je veux dire. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient été majoritaires dans les soviets, mais il y aurait eu un système démocratique, une démocratie ouvrière, avec possibilité d'alternance. C'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir 55% à un moment, et puis 2 ans après, avoir 40%. Et puis les autres partis avaient une majorité, où il y avait une coalition entre 2 partis contre les bolcheviks, où ils pouvaient avoir la majorité. Et je pense qu'ils avaient la majorité à ce moment-là, de toute façon. C'est ça qui est étonnant. Mais ce n'était pas ça qui importait. C'était empêcher qu'il y ait une alternance du pouvoir au sein des soviets. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment un parti. Il y a un parti de la classe ouvrière et les autres sont des petits bourgeois contre-révolutionnaires. Ils ont instauré de cette manière un système où tous les autres partis de gauche
progressivement se sont fait éliminer de la scène politique, quoi. Oui, c'est vraiment une théorie Voilà, c'est pas de une l'hégémonie, théorie, quoi. c'est de la pratique. Oui, quoi. c'est de la pratique, quoi, c'est de ça. la pratique. C'est de la théorie appliquée, quoi. Voilà. Mais là, c'est pareil, il suffit de lire le texte. C'est ça, les œuvres complètes de Lénine, dont il y a pas mal de références d'ailleurs dans ton livre. On citera quelques passages que tu as glanés qui sont très intéressants. Je voulais maintenant revenir peut-être sur les comités de fabrique, qui là étaient des organes donc qui se sont quand même beaucoup moins bureaucratisés. Ils ne sont pas bureaucratisés très rapidement. C'était donc des organes voilà, décisionnels, des travailleurs, où voilà, qui sur le tas, parce que les partis politiques donnaient pas vraiment de consignes, voilà, se sont mis à autogérer les usines. Du coup, comment est-ce que, enfin, c'est important de revenir, comment est-ce que les bolcheviks, alors avant octobre, mais surtout après octobre, vont réussir à noyauter les comités de fabrique, à les vider de leur substance, à les dicter. Et je pense que là-dessus, il faudrait revenir sur le troisième organe qui va être noyauté de manière opportuniste par Lénine, alors même que théoriquement le marxisme s'y opposait, c'est le syndicalisme, puisqu'ils vont aussi noyauter les syndicats. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce double noyautage ? Alors, les comités d'usine se sont constitués bien avant la prise du pouvoir par les bolcheviks. Ce sont des structures qui se sont créées spontanément, encore une fois, la plupart du temps parce que les patrons étaient partis, ou qui avaient vocation à contrer les décisions du patron s'il n'était pas parti, quoi. Et donc, ce sont des instances dont la fonction était de contrôler l'activité du patron ou de gérer la boîte à sa place. Et c'était totalement inédit. C'était pas prévu. Enfin, personne n'avait pensé que ça pouvait arriver. Donc, ils ont essuyé, les ouvriers russes ont totalement essuyé les plâtres. Ils n'avaient aucune idée que ça pouvait se passer comme ça. Si je dis ça, c'est parce que, en comparaison avec ce qui s'est passé en Espagne 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne ? Quasiment instantanément, le prolétariat espagnol a repris en main la production, les échanges, les transports, le commerce. Bon. Mais ils ont pu faire ça parce que, en gros, enfin, je résume beaucoup, mais depuis la fin de la Première Internationale, on leur avait répété que le jour de la Révolution, il faudra faire comme ça. On prendra en main les usines, on prendra en main les transports, et on fera comme ci, on fera comme ça. Donc c'était inscrit un peu dans les gènes, si je peux dire, du prolétariat espagnol, que le jour de la Révolution, on prend en main l'appareil productif. C'était quelque chose en Russie, d'abord c'est 20 ans avant, et c'était quelque chose que personne n'avait fait. Pas même les anarchistes, qui étaient d'implantation récente, et qui n'étaient pas assez organisés pour faire ce travail-là de propagande. Donc les ouvriers russes ne s'étaient pas fait imprégner de l'idée qu'il fallait prendre en main la production. Bon, c'est à mon avis une des raisons de l'échec des comités d'usine qui ont été assez rapidement pris en main par les bolcheviks. D'une part, parce que les bolcheviks y étaient très implantés, puisqu'ils avaient un discours d'extrême gauche, un discours révolutionnaire, et que les gens dans les usines votaient pour eux. Il y avait beaucoup d'anarchistes aussi. Enfin, anarchistes et bolcheviks se concurrençaient en quelque sorte. Mais souvent, ils étaient alliés contre d'autres tendances réformistes au sein des comités d'usine. Donc c'est compliqué, quoi. C'est bon. Bon, le processus par lequel les comités d'usine ont été pris en main, c'est un processus banal de noyautage, d'élimination, souvent physique aussi. Quand un comité d'usine ou un syndicat ou quelque institution que ce soit votait une direction qui ne convenait pas au pouvoir en place, après la Révolution, après octobre, cette institution, cette direction était éjectée et on en faisait nommer une autre. Il y a des tas de témoignages qui l'attestent, quoi. Bien sûr, et du coup, tout ce qui était contre le parti bolchevique était contre-révolutionnaire. A fini par être éliminé de la scène politique. C'est ça. Et toutes les structures qui se sont constituées à ce moment-là se sont trouvées entre les mains du parti. Les syndicats voyaient d'un très mauvais œil l'existence des comités d'usine, parce que les comités d'usine se déclaraient ouvertement comme l'instance qui allait gérer, et les syndicats qui étaient dominés à ce moment-là par les mencheviks, et qui avaient donc une vision très social-démocrate, division du travail entre syndicats et partis,
Les syndicats font de la revendication et les partis gèrent l'État. Bon, c'est ça le schéma. Or, les réformistes, les socialistes réformistes qui contrôlaient les syndicats avaient cette division du travail. Donc le syndicat ne s'occupe pas de gérer la société. Et il voyait donc d'un mauvais œil les comités d'usine. Ah oui, donc d'abord, en fait, Lénine a joué les comités d'usine contre les syndicats. Voilà. Et après, une fois qu'il a récupéré les syndicats, il a éliminé les comités d'usine. Voilà, enfin, c'est l'utilisation d'une structure contre l'autre. Là, c'est plus compliqué, mais le schéma est à peu près ça, quoi. Et donc, assez rapidement, les comités d'usine ont cessé d'être des instances qui prétendaient gouverner, enfin, qui affirmaient vouloir gérer les entreprises. Il y a eu des tentatives de coordination des comités d'usine, mais qui ont été étouffées en quelque sorte. Et là-dessus, ça va nous amener à un peu la question par lesquelles on va commencer la deuxième partie de cette émission. Donc on va faire une pause musicale avant, mais ça va nous amener quand même à qu'est-ce que va faire le parti bolchevique au pouvoir en 1918. Donc bon, évidemment, on abordera un petit peu évidemment les aspects politiques, la répression, etc. Mais ça nous amène l'élimination des comités d'usine à la vision que va impulser Lénine, qui va être la création d'un capitalisme d'État, qui est un concept qu'il utilise lui-même et qui n'est pas une invention anti-bolchevique a posteriori, et qui sera l'objet du début de notre deuxième partie. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Marcovcina, les drapeaux sont noirs pour le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une théorie critique de la contre-révolution bolchevique autour d'un livre, Octobre 1917, le thermidor de la révolution russe, paru aux éditions CNT Région Parisienne en 1997. Et nous sommes avec son auteur, René Berthier, auteur de cet ouvrage très intéressant et très important pour réfléchir sur la révolution russe, et également d'autres ouvrages, notamment sur Bakounine. Et on voulait également signaler l'apparition d'un numéro du Monde Libertaire qu'il a coordonné. Et donc c'est un numéro, un dossier qui s'appelle 1917-2017, Regard sur la Révolution russe. Et ce qu'il a de très important et peut-être d'un peu novateur, c'est, bon alors évidemment il y a un peu les deux articles qui essayent de théorie, de penser un peu cette révolution russe de 1917, donc l'article de René Berthier et l'article aussi d'Alexandre Skierda qu'on a reçu dans une autre émission et qui parle d'ailleurs largement du contenu de cet article. Et puis aussi, surtout, il y a pas mal de contributions étrangères sur l'impact de la révolution russe, donc en Allemagne, au Brésil, au Chili, en Italie et en Espagne, et aussi même en Angleterre, et notamment l'impact évidemment sur les anarchistes, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et c'est vrai qu'on parfois on a tendance à oublier que, par exemple, bon, c'est très manifeste pour l'anarchisme français, mais la révolution russe de 1917, jusqu'à ce que l'évince d'une certaine façon la révolution espagnole de 1936-1939, a été le modèle, disons, oui, le modèle historique de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire, et même d'ailleurs a exercé une espèce de mystification sur pas mal d'anarchistes au début, avant que Kronstadt, disons, éclaire un petit peu tout le monde sur la nature pour le coup de ce qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la contre-révolution bolchevique. L'idée que j'avais eue à l'origine, c'était de considérer que la révolution russe était un phénomène international. Et donc j'ai demandé à un certain nombre d'auteurs, dans les différents pays que tu as cités, d'écrire un article sur la manière dont la révolution russe a été perçue dans leur pays, ou sur d'autres choses, mais du point de vue de leur pays, quoi. Alors peut-être pour revenir au sujet de notre émission, là on venait de parler donc du coup du noyautage, finalement de la destruction des organes de classe de la révolution russe qui en était au tout début, qui n'avait pas encore fait énormément de choses, mais disons qui ont été éliminés par Lénine. Et ensuite l'histoire, on reviendra en fin d'émission sur comment est-ce que finalement le parti bolchevique va même réussir, au-delà d'éliminer tout ce qui s'oppose à lui et tout ce qui n'est pas lui, ce qui va être notamment une des causes de la guerre civile, mais aussi de l'élimination des anarchistes, des anarcho-syndicalistes, des mencheviks, de tout à part les bolcheviks. Donc comment est-ce que aussi les bolcheviks vont finir par s'auto-détruire, ce qui va aboutir évidemment au stalinisme. On parle de ça parce qu'on finissait sur les syndicats en fin de première partie, et les syndicats vont être au cœur de lutte de pouvoir au sein du parti bolchevique au début des années 20. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Et là, du coup, je pense que c'est important peut-être pour donner un peu le ton de citer Lénine sur le capitalisme d'État, donc qui est une théorie qu'il inaugure en 1918-1919 et qui va défendre ce que va être l'URSS en fait jusqu'à la fin des années 1980, avant la perestroïka et le début de libéralisation de ce capitalisme d'État, puisque évidemment le socialisme, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas ils y sont manifestement jamais arrivés. Alors je vais donc donner quelques citations assez truculentes. Qu'est-ce que le capitalisme d'État sous le pouvoir des soviets ? Établir à présent le capitalisme d'État, c'est appliquer le recensement et le contrôle qu'appliquent les classes capitalistes. L'Allemagne nous offre un modèle de capitalisme d'État, mais si vous réfléchissez un tant soit peu à ce que ce signifierait en Russie, dans la Russie des soviets, la réalisation des bases de ce capitalisme d'État, quiconque a gardé son bon sens devra dire que le capitalisme d'État serait pour nous le salut. Donc ça c'est le tome 27 des œuvres de Lénine, page 305. Alors, je continue. Comparé aux nations avancées, la Russie travaille mal. Apprendre à travailler, voilà la tâche que le pouvoir des soviets doit assigner au peuple dans toute son ampleur. Le dernier mot du capitalisme sous ce rapport, le système Taylor, de même que tous les progrès du capitalisme, combine la cruauté la plus raffinée de l'exploitation bourgeoise aux conquêtes scientifiques les plus précieuses. La République des soviets doit faire sienne, coûte que coûte, les conquêtes les plus précieuses de la science et de la technique dans ce domaine.
Nous pourrons réaliser le socialisme justement dans la mesure où nous aurons réussi à combiner le pouvoir soviétique et le pouvoir soviétique de gestion avec les plus récents progrès du capitalisme. Donc on voit que finalement, le socialisme pour lui, c'est la dictature du parti bolchevique avec le capitalisme d'État. Bon, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que il faut instaurer le capitalisme avant de réaliser le socialisme. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est ça. Et donc je continue parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il écrit. Il faut que l'on use des moyens de contrainte de façon que le mot d'ordre de dictature du prolétariat ne soit pas discrédité par l'état de déliquescence du pouvoir prolétarien dans la vie pratique. Donc voilà, il faut une dictature ferme. Il faut dire que toute grande industrie mécanique qui constitue précisément la source et la base matérielle de production du socialisme, exige une unité de volonté rigoureuse. Mais comment assurer une rigoureuse unité de volonté ? Par la soumission de milliers de gens à celle d'une seule. Cette soumission pourra revêtir des formes tranchées, dictatoriales, si la parfaite discipline et conscience font défaut. Donc là, c'est Lénine dans un texte très important qui s'appelle « Les tâches immédiates du pouvoir des soviets », donc dans les œuvres complètes de Lénine, le tome 27. Alors je continue parce que je pense qu'on commentera un peu tous ces textes ensuite. Le capitalisme d'État serait un pas en avant par rapport à l'état actuel des choses dans notre République des Soviets. Tant que la révolution tarde à éclore en Allemagne, notre devoir est de nous mettre à l'école du capitalisme d'État des Allemands, de nous appliquer de toutes nos forces à l'assimiler, de ne pas ménager les procédés dictatoriaux pour l'implanter en Russie, encore plus vite que Pierre le Grand, pour les mœurs occidentales, dans la vieille Russie barbare, sans reculer devant l'emploi de méthodes barbares contre la barbarie. Donc là, c'est un texte aussi très important qui s'appelle « Sur l'infantilisme de gauche et les idées petites bourgeoises ». Encore une fois, les œuvres de Lénine, tome 27, donc ça date de mai 1918. Et alors, ce que j'ai trouvé assez amusant, encore une fois, Lénine, dans ses œuvres au tome 3, au tome 33, dit « On appelle prolétariat la classe occupée à produire les biens matériels dans les entreprises de la grande industrie capitaliste. Étant donné que la grande industrie capitaliste est ruinée et que les fabriques et usines sont immobilisées, le prolétariat a disparu. » C'était vrai. Ils n'avaient rien à bouffer. Et comme beaucoup avaient des liens avec la campagne, ils sont retournés à la campagne. Et dans les villes, le prolétariat avait disparu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, la conclusion logique qu'il en tire, c'est si le capitalisme se rétablit, donc sous la forme du capitalisme d'État, ce sera aussi par conséquence le rétablissement de la classe du prolétariat. Et ce qui est assez amusant, je trouve, dans ce passage qui est un peu anecdotique, c'est qu'on quitte l'objectif de l'abolition de la société de classe et finalement donc du coup aussi du prolétariat comme classe exploitée, pour dire non, il faut surtout pas ça, il faut maintenir, et c'est ce que va faire le système, le capitalisme d'État soviétique, c'est maintenir le prolétariat dans l'exploitation. Bon, maintenant il va être exploité par un capitalisme d'État au lieu d'un capitalisme privé, mais jusqu'au bout. Et donc je trouve que cette citation montre un peu l'idéologie marxiste-léniniste dans ce cas-là de pas du tout révolutionnaire, puisque finalement tout ce que dit Lénine là-dedans, c'est en gros qu'il faut garder le capitalisme, que c'est un moteur progressiste de l'histoire, que ça va permettre le socialisme, donc il faut tout garder, le salariat, le prolétariat, et l'État et tout ça. Et donc je trouve que c'est assez quand même révélateur d'une idéologie finalement, on peut un peu presque qualifier de bourgeoise, hein. Alors pour revenir donc sur ces différents points, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la vision de l'économie qui va germer chez Lénine à partir de fin 1917, début 1918, puisque il a le pouvoir maintenant, le parti bolchevique a le pouvoir. Et donc lui, on a déjà vu qu'il avait une ligne un peu différente par rapport au programme marxiste classique. Donc quel va être son programme économique, programme donc contre-révolutionnaire comme on a dit, mais quel va être son programme économique, c'est quoi les modalités de cette implantation du capitalisme d'État, du système de Taylor. Il n'avait pas de programme. Il a utilisé le programme des autres partis ou groupes politiques et les a adaptés aux circonstances en fonction du moment. Il y a une anecdote extrêmement intéressante et que je n'ai pas inventée, mais c'est Trotsky qui la raconte. On se demande s'il se rendait compte de ce qu'il disait, Trotsky. Et il raconte ce qui se passe le soir, juste après la prise du pouvoir
en octobre. Et le comité central, le bureau politique est réuni dans une salle, et puis il y a quelqu'un qui dit, bon, maintenant qu'on a pris le pouvoir, comment est-ce qu'on il va falloir qu'on nomme des ministres. Alors quelqu'un dit, mais non, pas des ministres, ça fait trop bourgeois, alors comment est-ce qu'on va les appeler? Plusieurs solutions qui sont préconisées, et puis il dit, bon, d'abord, le ministère, ça sera un soviet, forcément, on va appeler ça un soviet. Puis les ministres, commissaire du peuple. Puis il y a Lénine qui fait, c'est très bien, ça sonne très bien la révolution, ça. Ça sonne terriblement la révolution. Hein. En fait, Trotsky est en train d'expliquer à ses lecteurs que le pouvoir a changé dans son nom, quoi, dans sa forme, mais absolument pas dans le fond, quoi. C'est le même pouvoir qui continue. Ce qui est le contraire justement d'une révolution. D'une révolution et même de la théorie matérialiste. Et c'était pas une révolution, quoi. C'était un coup d'État. Et il savait pas quoi faire, quoi. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est à ce moment-là qu'il dit, mais même une ménagère serait capable de faire tourner l'État. Et puis sa politique économique, c'était, on va faire marcher de la planche à billets, quoi. C'est à ce niveau-là que sa pensée économique se situait, quoi. Il n'avait pas... Ils ont joué empiriquement au jour le jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comment est-ce que Lénine arrive à toujours théoriser ce qui en réalité n'est qu'une décision temporaire qui sera reniée 6 mois plus tard. Il théorise surtout des décisions catastrophiques, quoi. Oui, en l'occurrence, oui. Le communisme de guerre, le système de réquisition. Alors, le communisme de guerre, c'est autre chose. À un moment donné, il fallait quand même qu'ils fassent quelque chose, parce que la guerre civile, c'est pas eux qui l'ont déclenchée. Enfin, ils l'ont peut-être déclenchée indirectement, mais c'est vrai que toutes les forces impérialistes entouraient l'Union soviétique et étaient menaçantes. Et ça, c'est la réalité. Donc il fallait à un moment donné prendre des mesures extrêmement vigoureuses pour mobiliser les forces en présence, quoi, et aussi la population, quoi. Mais il se trouve que pour d'autres raisons, j'ai étudié un peu justement la guerre civile et la question des armées blanches. Et je pense que le discours communiste a beaucoup exagéré le danger que constituaient ces armées blanches. Même les impérialismes, puisque finalement il y a beaucoup d'armées qui se débandent. Les États impérialistes étaient épuisés. Les Français notamment à Odessa qui se mutinent. Mais pas seulement. Par exemple à Vladivostok, alors on parle du corps expéditionnaire français en Sibérie. Alors, ça fait bien, ça a l'impression d'une masse de soldats qui se déferlent sur la Sibérie. Ils étaient 612. Et leur rôle n'était pas de déferler sur la Sibérie, c'était d'empêcher les Anglais de piquer l'or du tsar, enfin l'or de Kolchak. Enfin, bon, c'est très compliqué. On est un peu dans Corto Maltese là, mais c'est pas des blagues en plus. Et à un moment donné, j'ai trouvé une correspondance du général, je sais plus comment il s'appelait, Jeannot, je crois, ou un truc comme ça, au ministère en disant mais on manque de matériel, machin, et puis on lui répond mais on n'a plus de sous, mon pauvre vieux. Faut faire avec ce que t'as. Ils étaient totalement immobilisés. Et alors il y a peut-être d'autres endroits où les forces impérialistes étaient plus nombreuses. Par exemple, les Japonais. Ils étaient 50 000. Oui, les Japonais étaient beaucoup plus menaçants pour le coup. Mais en fait, ce qui les intéressait, c'était pas d'occuper le territoire, c'était d'avoir accès aux matières premières. Bon, mais ils étaient très nombreux. Les Américains, il y a eu 1200 Américains, je crois. Et ils sont partis à la suite d'une attaque où ils ont eu 3 morts et puis ils ont remballé leurs affaires. Oui, c'est important effectivement de dire que finalement Lénine, l'œuvre des bolcheviks a beaucoup été justifiée par eux-mêmes, par les circonstances, la guerre civile et tout ça, mais en réalité ça a été quand même assez exagéré. C'est grâce à Makhno. Parce que là où les armées blanches ont été effectivement très fortes, menacer la révolution, c'est en Ukraine. C'est ça, exactement. Dénikine. Dénikine. Et il y avait un ancien typo qui faisait partie de l'armée française qui a été envoyé en Russie dans le cadre d'un corps expéditionnaire, je ne sais plus le détail, il s'appelait Marcel Baudy, que j'ai connu quand j'étais jeune, quoi, militant, avec d'autres copains de mon âge. Et il racontait, je pense qu'il l'écrit quelque part. Oui, dans un livre qu'il a fait avec Skirda, oui. Il racontait que Baudy était devenu un fonctionnaire de l'Internationale communiste, je crois. Et il dit à un moment, on a reçu l'ordre de plier bagages et de foutre le camp parce que le Dénikine montait vers le nord, vers Petrograd, et il allait occuper la ville, quoi. Et c'est Makhno qui a cassé les lignes de communication et d'approvisionnement de Dénikine, qui fait que le Dénikine n'a pas pu avancer, il a dû reculer.
En gros, Makhno a sauvé la révolution. Bon. Mais ça, évidemment, dans les ouvrages communistes, on ne le dit jamais. Bien sûr. Mais ça, Baudy le disait, quoi. Et à ce moment-là, il était communiste. Il n'était pas encore le traducteur de Bakounine qu'on a connu par la suite, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la deuxième grand général blanc, c'était Wrangel, qui lui, son armée s'est débandée à un moment alors qu'il marchait sur Moscou. Et donc on voit bien effectivement que ça a été surestimé. Je ne veux pas dénigrer les souffrances et les sacrifices de la population russe, loin de là. Mais les communistes russes avaient un avantage, c'est qu'ils étaient Au milieu. Sur le plan géographique, ils étaient ils étaient au milieu et entourés d'armées blanches qui ne pouvaient pas se coordonner, se s'entendaient pas entre elles. Et en plus, qui n'avaient pas les mêmes programmes politiques, parce que c'était pas tous des gens qui voulaient réintroduire le tsarisme. Il y en a qui étaient des démocrates bourgeois, d'autres des démocrates constitutionnels. Enfin, bon, ils n'avaient pas des programmes unifiés. En plus, ils étaient très cons. Quand ils occupaient des territoires, ils ne faisaient pas de réforme agraire. Où ils restituaient les terres que les paysans s'étaient appropriées, ils les restituaient aux anciens propriétaires. Ce qui les mettait à dos, ce qui fait que la population locale se mettait contre les Russes blancs, alors qu'ils les avaient accueillis en libérateurs au début, parce que pour considérer qu'être libéré des bolcheviks, c'était une libération, quoi, tu vois. Et donc, ils ont été très bêtes, quoi, politiquement. Bon. En plus, les États impérialistes n'avaient plus de sous. Ils n'avaient plus les moyens financiers de financer cette guerre contre les bolcheviks. Et en même temps, ils faisaient des accords commerciaux avec eux. Tu vois, les communistes russes ont vendu du beurre, des trucs, du blé, alors que la population russe mourait de faim. C'est extrêmement compliqué. Oui, bien sûr. Et on peut très bien donner une explication schématique. C'est propre, c'est clair, c'est net, c'est bien carré, on est content, ça va. Mais en fait, c'est jamais très simple. C'est ça. Mais enfin, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas mettre sur le dos de la guerre civile et des puissances impérialistes tout ce qui va se passer en Russie jusqu'en 1921. L'écrasement de Kronstadt en est une bonne... Et puis, il y avait d'autres manières de lutter contre ça. On a parlé de guerre de partisans. Lénine les bolcheviks ont choisi de lutter avec ça en créant l'armée rouge, qui a été une gigantesque machine militaire bureaucratique qui a fini par compter 5 millions de personnes et qui a, même Lénine le reconnaissait, ils étaient allés, au niveau des réquisitions, ils étaient allés au-delà de simplement prendre les surplus paysans, mais qu'ils avaient tapé aussi dans les semences, dans la nourriture de la population, quoi. Ils ont organisé des razzias dans les campagnes pour récupérer de la nourriture, mais la nourriture n'avait plus. Il n'y en avait plus à cause de la politique agraire des bolcheviks. Et là, on voit la différence avec Makhno, qui lui n'a jamais eu de problème, qui a eu beaucoup moins de problèmes d'approvisionnement, parce que justement, son armée était une armée déjà beaucoup moins bureaucratique, beaucoup moins centralisée, qui nourrissait beaucoup moins de monde et qui était pourtant très efficace, et qui ne vivait pas aux dépens de la population, mais avec la population. Donc, ce qui évitait des trucs contre-productifs du type des réquisitions qui tapent dans les stocks de semences, ce qui fait qu'on peut pas ressemer l'année suivante, et ce qui fait que tout le monde crève de faim, quoi. En fait, le modèle économique de Lénine, c'est lui qui le dit, c'est le système postal allemand. Il le dit, c'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire qu'il dit, si la société russe était organisée de la même manière que le système postal allemand, on aurait déjà fait 90% du chemin vers le socialisme. C'est-à-dire que ça laisse un peu rêveur, quoi, sur le type de socialisme qui est réservé, quoi. On voit qu'il est dans une analyse... En plus, c'est débile, je veux dire, c'est réducteur. C'est réducteur, c'est caricatural, c'est infantile comme raisonnement. Oui, infantile. On l'a vu dans les textes qu'on a cités au début de la deuxième partie. Finalement, ça c'est quelque chose que je trouve assez fort quand même dans ton livre, c'est que finalement tu dis que Lénine est évidemment un opportuniste, et théoriquement ça ne tient pas d'un point de vue marxiste, même d'un point de vue marxiste, et également c'est un idéaliste, c'est-à-dire qu'en fait il est un nominaliste, c'est-à-dire qu'il croit qu'en changeant le nom, en appelant l'État, un État dictatorial, en l'appelant République socialiste, l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, ça va changer quelque chose, qu'en appelant le capitalisme d'État, en gardant les mêmes rapports de production le même mode de production, qui est précisément quand même la définition de
qui est quand même un concept central dans la pensée marxienne, en gardant le même mode de production, mais simplement en le poussant un peu plus loin au niveau des forces productives et en le mettant sous la coupe de la dictature du prolétariat, mais en réalité on peut dire la dictature sur le prolétariat, on va passer au socialisme. Donc on voit bien comment est-ce que on peut faire une critique aussi du léninisme comme une forme d'idéalisme qui a trompé tout le monde, c'est-à-dire qui a fini par appeler parce que Lénine au moins était au début appelé ça capitalisme d'État, et puis ensuite la réalité n'a pas changé, mais on a appelé ça après le socialisme, puisqu'on parle du socialisme dans un seul pays et tout ça. Et donc on voit bien comment est-ce que Lénine a simplement changé au début. Parfois il est un peu honnête, il dit quand même on va implanter le système Taylor, ça va être la dictature d'une seule personne sur des milliers de travailleurs. Il dit quand même les choses crûment, mais progressivement on recouvre ça d'un vernis idéologique. On est dans le socialisme, et c'est dont d'ailleurs des gouvernements encore aujourd'hui se réclament. Il y a un passage de Engels qui est absolument lumineux, qui résume un peu la situation dans laquelle se trouve Lénine. C'est dans la guerre des paysans en Allemagne, c'est une guerre de paysans. En 1525. 1525. Ouais. En gros, il dit le pire qui puisse arriver au chef d'un parti radical, c'est de se trouver dans une situation où il est obligé de faire la révolution correspondant à une autre classe que celle pour laquelle il voudrait faire la révolution. Et quand il se fait embringuer dans cette logique, il est obligé de réaliser le programme d'une autre classe sociale, et il est obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est exactement la situation dans laquelle s'est trouvé Lénine. Oui, c'est important de dire ça, parce que c'est quelque chose sur laquelle... Il s'est fait piéger, quoi, d'une certaine manière. Oui, et après d'ailleurs, ce qui fait qu'il va soi-disant le regretter, il va dire oui, il y a une trop grande bureaucratisation et tout ça. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'évidemment, peut-être que c'était pas son but d'arriver à l'énorme bureaucratisation, mais les méthodes, sa vision théorique fondamentale amenait forcément à cette bureaucratisation. C'est-à-dire à partir du moment où tout passe par l'État et par la centralisation, on est obligé de multiplier la bureaucratie à l'infini, puisque la base n'a aucune initiative. Mais ça, la centralisation, c'est pas anecdotique chez Lénine, chez les bolcheviks en général. On parle de Lénine, mais c'est des bolcheviks en général. C'est pas un accident. La centralisation est au cœur de la doctrine bolchevique, et même social-démocrate. C'est-à-dire qu'il y a d'innombrables textes dans lesquels il dit mais centraliser c'est bien. Mais vous nous reprochez de centraliser, mais nous on s'en vante. Et là je tombe par hasard sur une citation d'un article, les bolcheviks garderont-ils le pouvoir? Il dit vouloir prouver aux bolcheviks centralistes par conviction, par leur programme et par leur tactique la nécessité de la centralisation, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte. C'est quelque chose qui va de soi, quoi. Centraliser, c'est normal, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Même la dictature, d'ailleurs, c'est positif. Oui, la dictature, c'est une dictature exercée par le parti, enfin la direction du parti. Oui. D'ailleurs, j'ai une citation qui est assez amusante. C'est assez révélateur de ça. Même il y en a deux. Alors, il y a Zinoviev qui dit « Le capitalisme d'État, c'est ce capitalisme qui est étroitement lié à l'État. Quant à l'État, ce sont les travailleurs. C'est l'avant-garde, c'est nous. » Donc en fait, finalement, eux, c'est donc cette petite clique d'intellectuels bourgeois, c'est les travailleurs. Et j'ai une autre citation, donc, la revue hebdomadaire de la Tchéka, donc, qui est l'organe de la police secrète, donc en 1918, donc, qui est cité là dans Alexandre Skirda, dans son livre de 2000 sur la révolution russe. Les Tchékas pan-russes et locales doivent être les organes de la dictature du prolétariat, de la dictature inexorable du parti. Donc finalement, c'est un peu la même chose, quoi. Oui. Et donc, du coup, on voit que finalement, la critique, il y avait une critique chez Lénine du parlementarisme, d'ailleurs, qui a séduit pas mal d'anarchistes. En réalité, le parlementarisme, c'est une institution de représentation de la bourgeoisie, c'est-à-dire, finalement, quelques bourgeois vont représenter les intérêts de la bourgeoisie et, soi-disant, après des autres. Finalement, leur théorie, c'est exactement la même chose. C'est qu'une minorité d'intellectuels bourgeois représente le prolétariat. C'est de la substitution. Et c'est lié à la théorie de la conscience révolutionnaire en même temps. Et puisque les prolétaires ne sont pas capables d'accéder seuls à la conscience révolutionnaire, ils ont besoin d'une avant-garde
éclairé, si je peux dire. Tout le reste en découle, quoi. Demander l'avis des prolétaires pour décider de la politique économique ou de quoi que ce soit, c'est idiot, parce que les prolétaires ne savent pas. C'est vrai qu'en Russie, à l'époque, peut-être que la population n'était pas très éduquée. Beaucoup ne savaient probablement pas lire, etc. Mais d'une façon générale, leur raisonnement est valable partout, y compris dans les pays industriels, quoi. Ils ont besoin d'une avant-garde pour Oui, diriger. d'ailleurs, les pratiques n'ont pas du tout été adaptées aux différents contextes. D'ailleurs, c'est ce que reproche Rosa Luxembourg, dit vous voulez implanter votre modèle en Allemagne, mais bon, si tant est qu'il soit valable en Russie, il n'est pas du tout valable en Allemagne, où le prolétariat est conscient. Elle avait parfaitement raison. Et là-dessus, là, on voit effectivement la profondeur du problème, c'est-à-dire, on pourrait avoir l'impression que on est... et je pense que c'est important, c'est pour ça qu'on revient sur les textes de Lénine et tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de cette révolution, et là on s'inscrit complètement en faux avec la théorie de Lénine lui-même sur la fin de sa vie, et surtout de Trotsky, qui est finalement que ça a dégénéré, quoi. L'état ouvrier dégénéré. En réalité, le problème était beaucoup plus fondamental, il était justement sur la dictature du parti, sur la notion qu'il fallait passer par différents stades, et du coup par le capitalisme d'État qui finalement va s'avérer un peu le stade final, hein, puisqu'ils vont y rester jusqu'à la fin des années 80. On voit bien comment est-ce que c'est important, et je pense que c'est pour ça que le travail que tu as fait est important, de revenir à la théorie marxiste-léniniste pour montrer que le problème n'est pas que les circonstances, parce que c'est important de dire ça, ce n'est pas les circonstances qui ont entraîné le désastre qui a été l'URSS, d'ailleurs dès 1918, hein, avant que ça s'appelle l'URSS. Désastre à plein de niveaux sur lesquels on reviendra avec Alexandre Skirda, parce que finalement ça pourrait donner l'illusion que si les circonstances avaient été différentes, ou si on gérait un petit peu mieux, finalement le problème ce n'est pas la théorie fondamentale, c'est simplement des détails, et il suffirait la prochaine fois de changer quelques détails. C'est pour ça d'ailleurs que le trotskisme existe encore, que tous les courants marxistes-léninistes existent encore, que finalement, bon, ça a peut-être un peu merdé, il y a eu Staline et tout ça, mais bon, fondamentalement, on a raison, on a eu raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avance toujours octobre 1917. La tragédie du communisme russe, c'est le présupposé que seuls les bolcheviks avaient raison et qu'ils pourront exercer seuls le pouvoir. Et Lénine l'avait dit très clairement, que nous pouvons exercer le pouvoir. Dans la salle, tout le monde se marrait, quoi. Bon. C'était inconcevable de partager le pouvoir. Donc, à la limite, c'est un problème psychologique, quoi, je veux dire. Ça relève de la pathologie mentale. Ou même de l'abolir sous la forme du pouvoir d'État. Oui, bah, alors, on va pas jusque-là. Et le fait ils auraient pu, par exemple... La catastrophe de la révolution russe, c'est une catastrophe qui, pour 80%, est produite par les bolcheviks et par leur politique et leurs décisions. À chaque fois qu'il y a un problème, ils le résolvent par une centralisation accrue. Et plus ils centralisent, et plus ils créent des problèmes. Et ils s'en sortent pas, c'est une spirale, quoi. Le fait d'envisager d'intégrer dans le gouvernement des représentants d'autres partis était tout simplement pas concevable. Ils l'ont fait de manière un peu... au tout début, socialiste juste révolutionnaire. Comme ça, et puis ça s'est vite réglé. C'était pas concevable. Donc ils se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient résoudre les problèmes qui se posaient qu'en accroissant la répression, en accroissant la centralisation, et en fait, on arrive à un système totalitaire, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est eux les responsables. C'est pas que le contexte, la guerre civile, que ça est joué. C'est incontestable. Une autre chose, à mon avis, qu'il faut souligner, c'est bon. Moi, je me suis souvent posé la question comment est-ce qu'un groupe qui était 5000 en février, peut-être 15 000 en juillet, et puis qui ensuite a effectivement considérablement accru ses effectifs, a pu prendre le pouvoir et le garder comme ça. Bon. Et à mon avis, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. C'est que la société russe était dans un état de déliquescence totale qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Tout s'était effondré, plus rien ne fonctionnait. L'administration s'était écroulée, l'économie s'était écroulée, tout s'était effondré. L'une des causes, c'est la guerre. Mais la guerre dans laquelle les socialistes réformistes ont voulu maintenir la Russie. C'est aussi leur faute à eux, je veux dire. Bon. C'est, je pense, une des causes dont les bolcheviks ne sont pas responsables. Il ne faut pas tout leur mettre sur le dos, quand même. Mais ils n'y ont pas fait face en décentralisant le pouvoir
et en le diffusant dans une plus large proportion de la population, ils l'ont résolu en centralisant encore davantage. Ce qui a eu évidemment des effets catastrophiques, les réquisitions de l'armée rouge, et il y a une logique qui pousse toujours plus à la centralisation et qui va évidemment aboutir à Staline et sa politique d'étatisation, parce qu'on ne peut même pas parler de collectivisation, c'est de l'étatisation de l'agriculture russe qui va faire des millions de morts, notamment en Ukraine. Et on voit à quel point est-ce que finalement, ça c'est quelque chose dont tu parles dans ton livre, c'est que le marxisme-léninisme est une espèce, est pensé comme une science de l'histoire, donc il y a toujours raison. D'ailleurs, Victor Serge, qui ensuite va changer d'avis évidemment, disait il vaut mieux avoir tort avec le parti que raison contre le parti. Ce qui fait que, mus de cette science de l'histoire, les bolcheviks finissent par une espèce de négation de la réalité. Ils appliquent des dogmes qui en plus sont toujours reconfigurés, c'est pour ça que c'est hallucinant. C'est une science qui change tous les 6 mois, qui change tous les 6 mois et qui aboutit, qui va de drame en drame. Et finalement, peut-être qu'on pourrait finir là-dessus, parce que même s'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur d'autres aspects de la contre-révolution bolchevique, qui va finir, ce dogme, cette espèce de science de l'histoire va finir par se retourner contre le parti lui-même et va finir, c'est comme ça que tu parles de ça, donc c'est toute la fin de ton livre, un processus pervers d'autodestruction. Comment est-ce que le parti bolchevique, en vertu de cette dictature absolue et de cette science de l'histoire qui change tous les 6 mois, mais qui est quand même une science de l'histoire dogmatique, va finir par s'autodétruire, parce que comme il n'y a qu'un parti, donc il faut une unité, donc il y a la dictature d'un seul, donc elle peut être collective ou elle peut être individuelle. En l'occurrence, à l'époque, elle est encore collective, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et ce qui fait que, comme il y a une vérité, eh bien, donc évidemment, tous ceux qui sont en dehors du parti, qui sont contre ce parti, vont être éliminés. Et ensuite, une fois qu'il y aura des dissensions, des désaccords dans le parti, eh bien, ceux qui arriveront à faire triompher leur vérité, c'est-à-dire entre guillemets à triompher des autres, vont éliminer physiquement la fraction qu'il aura perdue dans cette joute bureaucratique. Je pense qu'il faut comprendre que pour les militants et les dirigeants du parti bolchevique, la notion de discipline est quelque chose de central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a le droit d'être en opposition avec la direction, mais au final, il faut se soumettre à cette discipline. Et le fait d'être en opposition est quelque chose de pas concevable, quoi. Dans le parti, ont commencé à se constituer des oppositions internes qui protestaient non pas contre le fait que la démocratie ne touche pas la population russe. Ces groupes d'opposition, il y en a eu pas mal, qui disaient souvent des choses intéressantes d'ailleurs, protestaient contre le fait que la démocratie dans le parti était réprimée. Ce qui se passait à l'extérieur, ils s'en foutaient complètement, c'était pas leur problème, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop réhabiliter l'opposition ouvrière. Il y a la notion de discipline et il y a l'idée, le constat que au moment où ils pourraient faire quelque chose pour renverser la tendance, ils font marche arrière pour ne pas se trouver en situation d'être en dehors du parti. Ça relève de la pathologie mentale. Moi, je pense que ce serait intéressant que quelqu'un le fasse, quoi. Une psychologie de masse du bolchevisme. Une psychosociologie du bolchevisme, quoi, et du comportement, parce que il y avait très peu de grosses têtes là-dedans, hein. Staline, c'était un con, je veux dire. Bon. Kamenev, c'était un ramolo. Dzerzhinsky, c'est un ivrogne. Enfin, tu vois, bon. Il y avait Lénine et Trotsky, quoi. Oui. Bon, il y avait Boukharine, qui était soi-disant l'intellectuel du parti, qui était l'enfant chéri de Lénine. Mais Lénine a écrit un jour qu'il ne comprend rien à la dialectique. Je veux dire, enfin, quand un marxiste dit à un autre marxiste qu'il ne comprend rien à la dialectique, c'est la pire des injures, quoi. Bon. Donc voilà. Et c'était ça. Le parti, c'était ça, en fait. Et c'était pas des administrateurs. Ils étaient rien. C'était juste des apparatchiks, quoi. Bon. Pour eux, le parti, c'était leur moment, quoi. C'était leur papa, enfin, je sais pas. Bon. Et se trouver en dehors, c'était pas concevable. Donc, il y a eu des circonstances. Par exemple, l'opposition ouvrière, où ils auraient pu faire un putsch à l'intérieur du parti, prendre le contrôle. Mais à chaque fois, ils ont reculé. Et à chaque fois, d'ailleurs, ils disaient « je me suis trompé », ils faisaient leur autocritique, ils reniaient tout ce qu'ils avaient dit. L'opposition ouvrière, c'était un groupe extrêmement important qui regroupait une grande partie du mouvement syndical, c'est-à-dire du prolétariat russe, et qui s'est fait laminer
par une pichenette de Lénine, quoi, qui a, au 10e congrès, interdit les fractions, donc interdit l'opposition ouvrière. Gaston Leval, que j'ai bien connu, qui a rencontré Alexandra Kollontai, qui était une des dirigeantes de l'opposition ouvrière. Kollontai lui disait, mais maintenant, il était en 21, après cette affaire-là, il disait, on n'ose plus se réunir, alors on fait semblant de se réunir pour prendre le thé, mais sinon c'est interdit. Au sein du parti, les dirigeants bolcheviques, t'imagines un peu. Bon. Oui, ça montre un peu l'état catastrophique, effectivement. Jusqu'où va la dictature, c'est-à-dire, on est passé de la dictature du parti sur toute la société à la dictature de la fraction dominante du parti sur les autres fractions du parti, quoi. Et ce qui va amener, évidemment, par élimination successive, donc à l'élimination de Trotsky, à l'élimination de Boukharine. Ils s'allient les uns avec les autres ou les uns contre les autres selon les circonstances, quoi. Ils créent des groupes d'opposition qui avaient des noms ronflants, centralisme démocratique, etc. Puis il y a l'affaire du testament de Lénine. Oui. Ça, faut en parler. Lénine avait écrit un texte contre Staline. Et au Congrès, juste avant de mourir, il avait donné ce texte contre Staline à Trotsky en lui disant « il faut que tu le lises au Congrès suivant ». Trotsky n'a pas osé le faire. Donc ça a permis à Staline d'installer ses billes. Puis quelques années plus tard, Trotsky, qui était coincé, il a sorti le testament. Il dit « mais tu as dit toi-même que c'était un faux ». Oui, c'est ça. Bon, c'est des cons, quoi, je veux dire. C'est des mecs hallucinants, quoi. Et donc, tu as un groupe qui se constitue, qui s'appelle Centralisme démocratique. Et puis après, il s'allie contre d'autres dirigeants, s'allie avec Trotsky. Après, Trotsky se barre. Enfin, il les lâche. Enfin, ils s'allient les uns contre les autres. Et au fur et à mesure, ils se font éliminer. Puis à la fin, il reste pratiquement plus que Trotsky, qui est totalement isolé. Et il organise une manif pour le soutenir. Il n'y a personne. Parce que, bon, des gens disent, c'est un charlot, ce mec-là. Bon, je veux dire, oui, ça a été d'ailleurs un des pires bolcheviks, quoi. Il s'est retrouvé totalement isolé dans le parti, quoi. Finalement, on pourrait dire que Trotsky, c'est un peu un Staline qui a raté, qui n'a pas eu les moyens de ses ambitions, quoi. Ils se tiraient tous des balles dans le pied, en fait. Et donc finalement, qui triomphe au bout de ce processus d'autodestruction du parti bolchevique? Eh bien, il ne reste plus que Staline, donc en 1933-1934, qui va éliminer, alors d'abord politiquement ses opposants et puis physiquement ensuite. Il n'y a plus aucun mal, là. Voilà. Et qui triomphe avec Staline, et ça c'est quand même important, c'est la dimension de classe de toute cette dynamique. Je pense qu'on peut finir un peu là-dessus. C'est que finalement, si on fait une analyse de classe du parti bolchevique, à la tête, ce sont évidemment des intellectuels bourgeois qui viennent de la bourgeoisie, de l'aristocratie, comme Lénine, Trotsky et tout ça, qui du coup ont une vision avant-gardiste qui méprise en fait complètement les classes populaires, hein, faut le dire. Donc on peut pas dire quand Lénine se moque, insulte les anarchistes de petits bourgeois, ça fait quand même doucement rigoler. Ça fait rire, ouais. C'est en fait les couches intellectualisées, les couches instruites de la population, pas forcément diplômées d'ailleurs, qui n'avaient pas de perspective professionnelle ou politique, qui n'avaient pas à cause de leur opposition au tsarisme. Et leur seule perspective, c'était d'entrer dans le parti. Et alors pour revenir sur la deuxième, donc du coup à la tête ces espèces de pseudo-intellectuels d'origine bourgeoise, et ensuite il y avait la base sociale du bolchevisme, ça c'est quand même très important de le dire, et qui ont fait que finalement qui a été ce qui là pour le coup qui a pas trop subi bien sûr ils ont subi un processus d'opération, mais qui a été disons par-delà toutes les querelles de chapelle et les éliminations successives, qui est resté là, c'est la bureaucratie, c'est la classe, ce que Alain Beer appelle la classe d'encadrement, qui du coup a fini par, finalement, on peut dire que ce capitalisme d'État, c'est devenu, c'était déjà un petit peu au début, mais c'est un capitalisme bureaucratique où la classe dominante, alors tout en haut évidemment, c'est évidemment les membres du politburo, les membres les têtes du parti bolchevique et Staline. Mais la base derrière qui profite largement en termes de privilèges, de sursalaire et tout ça, évidemment, c'est les bureaucrates qui, d'ailleurs, même si, soi-disant, Staline a fini par liquider la paysannerie russe physiquement au nom de la lutte contre les koulaks, qui, bon, en réalité, n'étaient pas si riches que ça, au nom de la lutte contre la petite bourgeoisie et la bourgeoisie,
Pour le coup, là, c'était vraiment une petite bourgeoisie, une bourgeoisie parfois d'origine d'ailleurs, hein, c'était parfois des anciens fonctionnaires du tsar, et finalement, eux, à travers tout ce processus, eh bien, évidemment, ont poussé pour la centralisation de tous les pouvoirs aux mains de cette bureaucratie et de l'État. Et du coup, on ne peut pas analyser simplement l'URSS et le bolchevisme comme voilà, seulement une clique de méchants. Mais il y a vraiment un phénomène de classe, la création d'une nouvelle classe dominante qui va déterminer largement ce que va être l'URSS pendant les 70 ans qui vont suivre. Alors du coup, je pense qu'on peut peut-être finir là-dessus. En tout cas, on espère que cette émission donc de théorie critique de la contre-révolution bolchevique vous aura intéressé. On n'est pas trop revenu sur certains phénomènes. On n'a pas creusé à fond les faits qui se rapportent à la contre-révolution bolchevique. Enfin, on en a esquissé quelques-uns. On renvoie aux émissions qu'on va faire donc en 2018 avec Alexandre Skierda, où on parlera de la contre-révolution bolchevique de 1918 à 1921, et donc évidemment qui aboutit du coup au massacre de Kronstadt. Mais en tout cas, on espère que ça permettra de penser, disons, de manière critique le marxisme-léninisme, qui survit encore aujourd'hui, et alors que peut-être qu'on peut le considérer aujourd'hui comme une maladie sénile de l'extrême gauche, et quelque chose qu'il faut jeter aux poubelles de l'histoire. Voilà, merci René Berthier. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.